Le soleil, un œil d'or tiède dans le ciel bleu limpide, tombait à merveille sur la route poussiéreuse. Léo, sourd à tout ce qui n'était pas le petit univers qu'il s'était bâti, poussait son vieux camion benne rouge à travers des canyons miniatures et par-dessus des collines soigneusement édifiées de terre meuble, une petite figurine en plastique, Capitaine Vaillant, son copilote, brinque-ballait dangereusement dans la cabine du camion. Léo fredonnait un air sans mélodie, un son de pur bonheur, tout en négociant le terrain imaginaire, plein de périls. L'air sentait l'herbe sèche et la douce odeur miellée du chèvrefeuille dans le jardin de Madame Gauthier. Un peu plus loin, sur le chemin, une brise légère agitait les feuilles du vieux chêne au tournant de la route, un bruit aussi réconfortant et familier que son propre cœur. Soudain, la symphonie habituelle de l'après-midi fut transpercée par un grondement bas et obstiné. Cela commença par une vibration lointaine, à peine perceptible, une caresse fantôme sous les semelles de ses baskets usées. Puis, cela grandit, un grognement profond et guttural qui faisait trembler le sol et semblait voler l'air autour de lui. Léo s'arrêta net, sa petite main figée sur le camion jouée. Capitaine Vaillant dégringola. Il plissa les yeux, regardant au bout de la longue ligne droite de la route poussiéreuse où l'asphalte miroitait dans la brume de chaleur. Un point noir apparut, puis un autre, et encore un autre, grossissant à vue d'œil. Le grondement devint un tonnerre assourdissant qui engloutit la brise légère et le bourdonnement des insectes. Des grosses machines, pas celles qui creusent des tranchées ou déplacent la terre, mais des bêtes lisses et brillantes, chromes et cuir. Une file de motos, chacune un miracle rutilant, surgit dans un rugissement. Elles ne ressemblaient à rien de ce que Léo avait jamais vu d'aussi près. Leur peinture était d'un noir profond, presque absolu, qui renvoyait le soleil, en éclairs éblouissants. Les pilotes, penchés sur leur guidon, portaient des blousons de cuir sombre et des casques qui masquaient leurs visages, les faisant ressembler à une seule et même créature redoutable. Le bruit était immense, une présence physique qui faisait vibrer la poitrine de Léo. Il sentit un frisson d'émerveillement mêlé d'une pointe d'inquiétude. Il recula d'un pas, sa main cherchant instinctivement Capitaine Vaillant, oublié par terre. Elles avançaient avec une grâce presque menaçante, un fleuve sombre et inarrêtable de métal et de bruit. Léo regardait, fasciné, tandis que la moto de tête, plus grosse et plus ouvragée que les autres, ralentissait. Un soupir collectif de frein à l'air siffla quand tout le convoi décéléra peu à peu, le tonnerre se muant en un ronronnement profond et puissant. Elles ne s'arrêtèrent ni au magasin général, ni au bistrot, ni même à la petite station-service. Elles se rangèrent précisément devant la vieille maison sombre qui montait la garde tout au bord du village, celle que tout le monde savait devoir éviter. La maison aux fenêtres brisées et au jardin envahi d'herbes folles, où les ombres semblaient s'accrocher même les jours les plus lumineux. Un frisson, qui n'avait rien à voir avec le vent, glissa le long de l'échine de Léo, le secret de la maison hantée. Le regard de Léo restait accroché à la vieille maison, silhouette massive, contre le ciel crépusculaire, meurtri. Son toit à pignons semblait voûté, comme un géant aux épaules endolories. Des dents irrégulières de verre brisé bordaient les cadres des fenêtres du haut, renvoyant les derniers rayons de lumière comme des yeux malveillants. La porte d'entrée, une planche de chêne tordue, pendait entr'ouverte, révélant une gueule d'obscurité impénétrable. Une boule froide se forma dans l'estomac de Léo, une peur familière qui grandissait chaque jour qu'il passait à regarder cette maison.
Ce n'était pas seulement le froid du soir qui lui donnait la chair de poule. Bien sûr qu'il avait entendu toutes les histoires. Tous les enfants du village connaissaient les légendes. De la maison du saule qui murmure. Des ombres dansaient dans ces pièces vides. Des mains invisibles poussaient parfois la grille grinçante, et les nuits sans vent, on disait qu'un soupir triste et faible s'échappait de ces profondeurs. C'était l'endroit des gages, des récits chuchotés, du frisson d'une bonne peur. Mais Léo avait toujours ressenti quelque chose de plus profond que la simple frayeur qui émanait de ces murs en ruine. Sa grand-mère, que Dieu la bénisse, n'avait jamais alimenté les histoires de fantômes. Elle avait une mise en garde d'un autre genre, prononcée avec une sévérité qui ne laissait place à aucune fantaisie enfantine. « Léo, mon chéri », avait-elle dit, ses yeux perdant leur éclat habituel pour devenir deux pointes acérées et sérieuses. « Cette maison n'est pas seulement vieille et un peu sinistre. Elle est dangereuse, vraiment, profondément dangereuse. Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui va bien au-delà des planchers, qui grince et des fenêtres qui claquent. Promets-moi que tu n'iras jamais, jamais près d'elle, pas même pour jeter un œil. » Il se souvenait du tremblement inhabituel dans sa voix, de la façon dont sa main avait serré son bras un peu trop fort. Ce n'était pas un avertissement contre des esprits ou des ghouls. C'était une supplique née d'une vraie peur pour sa sécurité. Et maintenant, face à l'obscurité béante de l'entrée, aux bois éclatés, à l'air de délabrement qui collait à l'endroit, Léo comprenait la peur de sa grand-mère avec une clarté qui lui glaçait les os. La maison n'était pas seulement une légende locale. Elle ressemblait à un prédateur silencieux, à l'affût. Et puis, il les vit, l'éclat du chrome, le reflet du cuir, deux motos qui descendaient la rue, ralentissaient, tournaient, droit vers la maison. Une petite voix. Courageuse, le rugissement des moteurs s'était tu, remplacé par le crissement de bottes lourdes sur le gravier de l'allée. René, le visage marqué par une détermination lasse, observait les 6 silhouettes descendre de leur moto. Blousons de cuir, ornés de patchs variés, et chromes étincelants, accrochaient la lumière crue de l'après-midi. Ils avançaient d'un pas rodé, presque synchronisé, longues enjambées décidées. Leur chef, un homme large d'épaules, au visage buriné et à l'expression indéchiffrable, marcha droit vers la porte de la vieille ferme. Léo, caché derrière le tronc noueux du vieux chêne, sentait son cœur cogner comme un oiseau prisonnier contre ses côtes. Il agrippait l'écorce rugueuse, les jointures blanchies. C'était le moment, celui qu'il redoutait, et pour lequel il s'était préparé en secret. Il se rappelait les gémissements dans la grange, les yeux désespérés des chiots abandonnés. Il ne pouvait pas les laisser entrer, il devait être courageux. Il inspira profondément, tremblant, l'odeur de terre humide et d'aiguilles de pin emplissant ses poumons. Sa petite main tremblait, mais une vague de résolution, chaude et farouche, s'alluma en lui. Il pensa aux petites créatures sans défense, totalement dépendantes de lui. La peur le rongeait encore, un nœud froid dans son ventre, mais elle fut vite éclipsée par une féroce envie de protéger. Il ferma les yeux une fraction de seconde, revoyant leurs fourrures douces et leurs regards innocents. Il le fallait. D'un bond soudain d'énergie, Léo lâcha l'arbre. Ses baskets éraflées frappèrent le sol, propulsé par l'urgence. Il courut, non vers la sécurité des bois, mais droit dans la trajectoire des hommes qui approchèrent. Ses poumons brûlaient, ses jambes pompaient follement sur le terrain inégal. « Arrêtez, n'entrez pas !» Sa voix, d'habitude timide et hésitante, jaillit en un cri désespéré et aigu qui perça le silence tendu. Elle était fine dans l'immense cour, mais portait une urgence indéniable.
Il agitait les bras comme un moulinet, petite silhouette affolée devant la maison imposante et les hommes qui se profilaient. Le chef, à 2 doigts d'atteindre le perron, s'arrêta, sa main suspendue près de la poignée, et tourna lentement la tête. Écoutant les houleux rugissements des moteurs, symphonie rauque d'acier et d'essence, s'éteignit brusquement. 6 gaillards, en cuir, le visage mêlant curiosité et impatience, se tournèrent d'un seul bloc. Leurs yeux, habitués aux grands espaces de la route, se plissèrent devant la petite silhouette. Léo, pas plus grand qu'une ombre dans le crépuscule qui tombait, se tenait bras écartés, minuscule sentinelle, devant l'arrière-plan de la demeure, en décrépitude. René, le plus imposant du groupe, celui dont la présence imposait d'ordinaire le silence, ressentit un choc inhabituel. Il descendit de sa moto, ses chromes luisant faiblement, et, avec une souplesse surprenante pour sa carrure, s'agenouilla. Le béton rugueux râpa son jean usé, mais il n'y prêta pas attention. Son regard, d'ordinaire forteresse d'une détermination indéchiffrable, s'adoucit légèrement en croisant les grands yeux sincères de Léo. La petite main encore tendue du garçon tremblait presque imperceptiblement. « Ce n'est pas juste hanté », commença Léo d'une voix fluette, qui perça néanmoins les relents d'essence. « C'est dangereux, vraiment, vraiment dangereux. » René pencha la tête, ses cheveux noirs tombant sur son front. « Dangereux comment, petit ?» Sa voix, un grondement bas, semblait faire vibrer l'air immobile. Léo fit un pas hésitant, ses yeux fuyant vers le perron délabré. « Les planches, » expliqua-t-il, la voix prenant de l'urgence. « Elles sont pourries, beaucoup, et il y a un grand trou, presque au milieu, comme si le plancher s'était effondré. » Il montra vaguement la gueule noire de la porte d'entrée. « Mon chat, Mistigris, a failli tomber dedans la semaine dernière. Il aime courir après les souris là-dedans, mais j'ai dû le tirer en arrière. » Une lueur de peur, mêlée d'une farouche protection, passa sur le visage de l'enfant. « Ce n'est sûr pour personne, surtout pas pour des grands comme vous. » Les autres motards échangèrent des regards. Leur scepticisme initial cédant la place à une inquiétude partagée. Les mots de Léo, prononcés avec tant de conviction, dessinaient un tableau bien plus vivant que toutes les rumeurs locales. Les yeux de René, désormais fixés sur la maison, semblaient en voir au-delà des fenêtres brisées et de la peinture écaillée, imaginer l'intérieur traître que décrivait Léo. La vieille maison n'était pas seulement une légende. C'était une gueule ouverte, prête à engloutir. Un aperçu de l'intérieur René observait le gamin, Léo, encore un peu tremblant mais résolu. L'urgence dans sa voix, malgré les mots déroutants sur des murmures effrayants, et la maison qui est triste, était indéniable. Quelques gars remuèrent, échangeant des regards incertains. Ce n'était pas tous les jours qu'un enfant hurlait sur une bande de motards pour les arrêter, et avec une telle conviction. « Il a raison », gronda enfin René, sa voix tranchant les questions muettes. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Il n'avait rien vu, rien senti d'anormal, mais il y avait dans les grands yeux sincères de Léo quelque chose qui résonnait avec ses propres observations silencieuses. La maison dégageait quelque chose d'étrange, une poche de froid dans l'après-midi pourtant chaud. Par derrière, ordonna René en hochant la tête vers le sentier, envahi d'herbe sur le côté. Pas par devant. Ils contournèrent l'imposante porte d'entrée en chêne, sa peinture écaillée et son heurtoir terni semblant leur lancer un regard noir. À la place, ils se frayèrent un chemin à travers des buissons épineux et une jungle d'herbes folles, l'air devenant sensiblement plus frais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'ombre de la maison. Le silence,
ici était profond, seulement brisé par le craquement de leurs bottes sur les feuilles mortes et le chant lointain d'oiseaux invisibles. Une fenêtre brisée, comme une bouche béante et dentelée, s'offrit à eux à l'arrière. Des éclats de verre pendaient encore au cadre, luisant faiblement dans la lumière filtrée. Elle offrait une vue limitée et poussiéreuse sur ce qui semblait être une arrière-cuisine ou une petite buanderie. René se pencha le premier, ses larges épaules bouchant l'ouverture, protégeant un peu les autres. L'odeur fut immédiate et dérangeante. Un mélange écœurant de terre humide, d'air rance et d'autre chose, quelque chose de métallique, presque trop sucré. Il scruta l'obscurité. Des cartons tachés d'eau et en train de pourrir étaient empilés n'importe comment contre un mur. Une étagère rouillée pliait sous des bocaux vides. Le sol était un patchwork de linoléum craquelé et de taches sombres qui s'étendaient. Aucun mouvement, aucun bruit, juste une pesante immobilité. Léo, enhardi, se glissa plus près, essayant de voir par-dessus l'épaule de René. Sa petite main agrippa le blouson de cuir. Les murmures, souffla-t-il, presque inaudibles. Ils sont plus forts, ici. René n'entendait pas de murmures, mais il sentit un frisson distinct lui remonter la colonne, un malaise profond qui allait au-delà du simple froid. La maison gardait des secrets sombres, et l'enfant, d'une manière ou d'une autre, y était sensible. Il se redressa, le front plissé, une nouvelle détermination durcissant son regard. Ce n'était plus seulement un bâtiment et abandonné. Le secret caché là, porte de la vieille ferme grinça en s'ouvrant, gémissant sur des gonds rouillés quand René la poussa du bout de sa botte. Une bouffée d'air moisi, épais d'odeurs de bois humides et d'une légère douceur, les enveloppa. Léo, serrant son vieil ours en peluche qu'il avait apporté, jeta un œil autour de la jambe gainée de Jean de René. Son petit visage mêlant appréhension et curiosité inébranlable. L'intérieur était une caverne d'ombre, des poussières dansant dans les minces rayons de soleil qui perçaient les vitres crasseuses. « Tu vois, petit, rien que de vieux trucs », grogna René, sa voix résonnant dans le silence. Il fit un pas à l'intérieur, ses lourdes bottes claquant doucement sur les planches voilées. Les autres, procession muette de cuir et de tatouages, s'éparpillèrent derrière lui, leurs expressions allant de l'indifférence détachée à une pointe d'intérêt réticent. Puis un bruit trancha le silence. Un faible miaulement aigu, presque perdu parmi les craquements et gémissements de la maison, qui tombait en ruine. Il venait de plus loin, après le salon sombre et dans ce qui ressemblait à une cuisine délabrée. René échangea un regard avec Léo, qui s'était soudain redressé, les yeux écarquillés et fixés sur l'origine du bruit. « Là-bas !» chuchota Léo, en pointant un doigt déterminé. « C'est ça. » Ils suivirent, leurs pas étonnamment légers désormais. La cuisine était dans un état encore pire, une partie du plancher pourri, révélant un vide sombre en dessous. Et là, dépassant d'une ouverture éclatée, une petite pâte crème. Les miaulements s'intensifièrent, désespérés et pressants. Ce qu'ils virent les fit écarquiller les yeux de surprise. Ce n'étaient même pas des fantômes ou le danger qu'ils imaginaient, mais une portée de petits chatons duveteux, coincés dans un trou du plancher. 3 minuscules boules gémissantes roulaient ensemble dans la cavité poussiéreuse, leurs yeux à peine ouverts. Au-dessus, perchée en équilibre précaire, sur une poutre, une chatte calicot maigre miaulait, avec une persistance déchirante, le corps tendu d'angoisse maternelle, le regard rivé sur ses petits prisonniers. La mère miaulait tristement d'en haut, et les chatons étaient tombés à travers une planche pourrie. René s'agenouilla,
son air bourru s'adoucissant, tandis qu'il regardait dans l'espace sombre. « Nom de Dieu !» marmonna-t-il, en tendant une grande main, étonnamment douce, vers les chatons qui se débattaient. Léo, plus du tout timide, se précipita, un hoquet de pure empathie lui échappant. « Il faut les aider !» cria-t-il, sa peur précédente totalement oubliée face à tant de vulnérabilité. Les motards, qui s'étaient préparés à tout, d'un squatteur à un plafond qui s'effondre, restèrent silencieux, témoins de cette révélation inattendue. Le danger que Léo avait pressenti n'était pas malveillant. Il était impuissant et totalement dépendant de leur aide. Mission sauvetage. Le grondement collectif des motos s'était adouci en un ronronnement bas, contraste frappant avec l'urgence dans leurs yeux. René, le visage concentré, examinait l'étroite ouverture de la fenêtre. « Pas assez large », grogna-t-il, les mots à peine audibles par-dessus le ronflement d'un moteur. Sans plus de discussion, un motard massif au bandana tête de mort sortit une grosse clé à molette de sa sacoche. Avec une précision surprenante, il tapa sur le cadre, élargissant la vitre fêlée par des coups contrôlés. Des éclats de verre tintèrent sur le sol poussiéreux. Chaque son une petite clochette de progrès. Léo, le cœur battant comme des ailes de colibri, regardait avec des yeux grands et anxieux. La chatte mère, ombre élancée, se faufilait entre les jambes en jean de René, ses miaulements une plainte constante. Ses yeux, émeraudes, d'ordinaire méfiants, étaient désormais fixés sur l'ouverture, une confiance brillant au fond. René, le plus grand du groupe, prit les choses en main. Il s'agenouilla, ses larges épaules occupant tout l'espace, et scruta l'intérieur sombre. Un faible miaulement, presque imperceptible, leur parvint. « D'accord, les petits », murmura-t-il, sa voix étonnamment douce, en complet contraste avec son allure rude. Il avança lentement, prudemment, une grande main calleuse dans l'obscurité. Les autres motards formaient un demi-cercle silencieux, leur énergie habituellement bruyante remplacée par une concentration calme et partagée. Les instants s'étirèrent, lourds d'attente, puis les doigts de René réapparurent, berçant une minuscule boule tremblante de fourrure noire. Il la sortit, révélant un chaton pas plus gros que sa paume, les yeux encore fermés. Léo hoqueta, un son de pure merveille. Il frappa dans ses mains avec une joie débridée, un bruit clair et lumineux qui brisa la tension. La mère laissa échapper un ronronnement profond, frottant sa tête contre la jambe de René, avec une ferveur renouvelée, sa queue formant un point d'interrogation, joyeux. Un à un, René récupéra patiemment les chatons. À chaque fois qu'une petite créature fragile émergeait, la joie de Léo grandissait, sa timidité précédente complètement oubliée. Deux autres suivirent, un roux et un calicot, leurs doux cris témoignant de leur fragilité. Enfin, un quatrième, un petit nuage blanc, fut soigneusement sorti à la lumière. La mer, désormais tourbillon de gazouillis heureux et de ronronnements, poussait chaque chaton du museau, leur léchant la tête avec un amour maternel farouche. Les dernières strass de peur s'effacèrent de ses yeux, remplacés par un soulagement évident. Un endroit sûr, le grondement de leur moteur s'était tu, remplacé par un bourdonnement discret de satisfaction qui enveloppait les motards. René s'appuyait contre la peinture écaillée du perron, un sourire rare, presque imperceptible, effleurant ses lèvres. Léo, encore excité par leur découverte, tournait en petits cercles, son regard passant du perron ensoleillé à l'intérieur sombre de la maison. « On ne peut pas les laisser comme ça », dit Léo, la voix plus douce qu'à l'ordinaire, teintée d'un instinct protecteur naissant. « Le trou, c'est trop dangereux, et s'ils sortent,
René hocha lentement la tête, ses yeux balayant la structure délabrée. La maison, autrefois source d'inquiétude, semblait différente désormais, presque utile. « Il a raison, gronda-t-il, la voix basse. On a fait une sorte de promesse. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Le choc initial avait cédé la place à un sentiment partagé de responsabilité, un virage inattendu mais bienvenu dans leur conscience collective. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un gamin et d'une chatte, c'était faire ce qui était juste. « Bon, » dit René en se redressant, ses bottes claquant doucement sur l'herbe envahie. « On va rendre cet endroit sûr. » Ils se mirent à fouiller le périmètre, leurs silhouettes en cuir se déplaçant, avec une douceur inhabituelle. Derrière un hangar rouillé, à moitié caché par des buissons épineux, Léo poussa un cri de triomphe. Il avait déterré une épaisse planche solide, vieillie, mais intacte. « Ça ira !» s'exclama-t-il, les yeux brillants de détermination. Ensemble, ils traînèrent la planche jusqu'à la maison, le bois raclant la terre sèche. René, avec une dextérité surprenante, s'agenouilla et mesura la gueule béante, où le plancher avait pourri. De quelques gestes rapides et précis, il posa la planche, la fixant solidement avec des clous rouillés récupérés dans une vieille boîte à outils abandonnée. Le trou autrefois traître était désormais une surface solide et sûre. Ensuite, ils s'occupèrent de l'intérieur. Ils dégagèrent avec précaution plâtre cassé et bois éclaté, créant un petit recoin abrité. Léo, l'imagination en feu, rêvait d'un nid chaud et accueillant. Il trouva dans le grenier un vieux sac de jute étonnamment propre qu'ils descendirent avec soin. René, avec une tendresse qui démentait son extérieur bourru, le plia en lit moelleux et l'installa dans l'espace dégagé. « Parfait !» chuchota Léo, en regardant le petit creux douillet. La lumière de la fin d'après-midi, filtrée par une fenêtre poussiéreuse, illuminait le lit de fortune et le faisait briller. C'était un refuge, un sanctuaire façonné par des mains plus habituées à l'accélérateur et à la clé à molette qu'aux gestes délicats. La maison, jadis symbole de négligence, portait désormais la promesse de chaleur et de sécurité, amie de la route poussiéreuse. Le grondement des moteurs était devenu un bruit familier, presque réconfortant sur la route poussiéreuse. Léo ne plongeait plus derrière les hortensias envahies dès qu'il les entendait arriver. Au contraire, il se postait près de la boîte aux lettres, un petit sourire aux lèvres, et agitait une main assurée. Les motards, eux, répondaient par un concert de klaxons ou un bref signe de tête sous leur casque, René offrant souvent un léger, presque imperceptible hochement de tête, sa version d'un salut d'amical. Leur lien ne reposait pas sur des mots partagés ou de longues conversations, mais sur une compréhension tacite. Léo savait qu'ils étaient bons, malgré leur allure rude, et eux savaient qu'il était un gamin courageux au cœur plus grand que sa petite taille. Parfois, quand la puissante machine de René ronronnait au stop, il croisait le regard de Léo. Aucun mot n'était échangé, mais un respect tranquille passait entre le jeu. Une reconnaissance muette du jour où le cri d'un petit garçon avait tout changé. La vieille maison, avec ses fenêtres condamnées et son perron affaissé, se dressait toujours au bord du village. Sa peinture s'écaillait, le toit penché. Le jardin restait une jungle d'herbes folles. Pourtant, quelque chose avait changé. Les enfants qui se défiaient autrefois d'aller toucher sa grille la regardaient désormais autrement. Ce n'était plus la maison hantée, c'était la maison où Léo a sauvé les motards. Les murmures en ville ne parleront plus de fantômes ou de monstres, mais d'un danger caché, d'une marche cassée et de la vivacité d'esprit d'un garçon
qui aimait les animaux et détestait voir quiconque souffrir. Un après-midi, René arrêta sa moto près de Léo, qui redressait soigneusement un nid d'oiseaux tombé dans l'herbe. « Petit », gronda René, sa voix plus profonde que le ralenti du moteur, « t'as un bon œil. » Léo leva les yeux, un léger rose aux joues. « J'aime pas voir les choses cassées, » murmura-t-il en replaçant délicatement un petit œuf bleu dans le nid. René l'observa, une expression rare et douce dans les yeux. Il ne dit rien de plus, se contenta d'un signe de tête sec, une reconnaissance silencieuse de la douceur du garçon. La vieille maison restait intacte, monument muet, un moment d'héroïsme inattendu. C'était un lieu où la gentillesse, et non la peur, avait triomphé grâce à un petit garçon courageux et à son avertissement. Et sur la route poussiéreuse, le bruit des motos qui passaient portait désormais une résonance d'amitié, preuve que même les gens les plus improbables pouvaient se trouver un terrain commun dans un instant partagé de vérité et dans l'empathie inébranlable d'un petit garçon.